financement du développement régional. De ce fait, la thématique à l'honneur ce jour est le rôle des institutions de financement du développement dans la promotion de la croissance et du développement durable en Afrique de l'Ouest. Ce thème sera discuté et décliné en keynote speech adressé par son Excellence Dr Georges Adjekoum Donkor, président de la BIDC, suivi d'un panel composé d'intervenants de renom qui sera suivi également d'une session de questions-réponses et enfin interviendra la clôture pour tirer les enseignements de cette conférence. Sans plus tarder, honorables invités, je vous prie d'accueillir son Excellence, le président de la BIDC, Dr Georges Adjekoum Donkor, pour son allocution qui se fera en anglais. Son Excellence, So good morning, distinguished ladies and gentlemen. Let me first and foremost apologize for the fact that we allow you to stand for a long time before we sat down. I was expecting my director of communication to start immediately with the ECOWAS anthem. That is the normal. So as soon as we came to stand there, we should have had the ECOWAS anthem. So we're all waiting. So if there's any blame, put it on her, please. Thank you very much. So let me start by acknowledging all of you and to thank you for the time, your time and availability. I've seen my friend from AFD. I'm so grateful that you are here. I've seen my friends from Ora Bank, from ETI, EcoBank. Our General Secretary is here, and our General Counsel is here. And I've seen so many people. I want to express my personal appreciation to all of you for the short-term, response to this our call. In fact, we actually started this just about 2 weeks ago. So I didn't know that all of you would be able to make time to come and support us at this very important ceremony. Thank you very much. The Vice President in charge of Finance and Corporate Services of EBID, the Vice President in charge of Operation, who is not here with us, is now attending the annual general meeting of African Development Bank. He's not with us now. The resident representative for the World Bank in Togo, the director in charge of AFD in Togo, captains of industry herein present, ladies and gentlemen of our financial institutions in Lomé, ladies and gentlemen of the media, distinguished guests in your respective ranks and titles, all protocols observed. Let me welcome you once again to our bank and to your bank, that is the ECOWAS Bank for Investment and Development, and to thank you for accepting our invitation to join us to commemorate the 48th anniversary of the Economic Community of West African States, ECOWAS. ECOWAS, as we all know, is made up of 15 West Africa countries created to promote economic integration and prosperity for all. In this regard, a number of institutions and agencies have been established over time to provide the backbone for the realization of this noble mission. One of such institutions is the ECOWAS Bank for Investment and Development. We have different ECOWAS institutions. We have the ECOWAS Commission, which is the real secretariat located in Abuja, Federal Republic of Nigeria. We have the Intergovernmental Action Task Force Against Money Laundering, what we call GIABA, which is also located in Dakar. We have the West Africa Power Pool, which is also located in Cotonou. We have the ECOWAS Regulatory Authority, which is also located in Ghana. We have the ICT platform of ECOWAS, which is located in Praia, Cabo Verde. And we have the Gender Center, which is also located in Dakar. We have the West Africa Health Organization, WAHO, which is located in Burkina Faso. And we have the ECOWAS Bank for Investment and Development, which is located right in Togo here. And let me also say that EBID, ECOWAS Bank, is the only autonomous ECOWAS institution. All of them are subvented. In other words,
they derive the authority from the ECOWAS Commission. We are the only institution of ECOWAS which is independent and autonomous by virtue of an act established by the authority of heads of state and government of ECOWAS. The reason, as we all know, is simple. This is a bank, and we must run it as a bank so that it is not purely political institution. However, because we are owned by the 50 countries, you may sometimes experience some of these issues, but actually it's a very independent bank. We are with a different governance structure. And the highest decision body making of the bank is the board of governors, comprising all the 15 ministers of finance of the 15 ECOWAS member countries. Just give you a brief about the bank. EBID was one of the foremost institutions that was created by the authority of heads of state and government of ECOWAS, and as an ECOWAS institution. We are indeed proud to celebrate this auspicious occasion and to highlight the ideals and vision of the founding fathers of the bank and of ECOWAS. We also seek to point out the contribution the bank has made over the years towards the realization of these ideas. Let me state that the bank was headquartered in Lomé because of the key role that His Excellency, the late President, Iyadema played in the formation of ECOWAS. You all know that the late President played a very key role in the establishment of ECOWAS. And for me, that is the reason we have the bank here. This is an acknowledgement of the key role that he played during the formative stages of ECOWAS. Even though EBID has been observing the ECOWAS Day throughout the years, this is the first time we are organizing an event of this magnitude to go with it. The change in direction is meant to ensure that the day does not pass as an ordinary day, but with a difference, marked by events and key messages that will resonate with us and have meaning of our daily and professional lives. As part of the activities to mark this momentum occasion, the bank rolled out a 3-day event to create awareness about the day on which ECOWAS was born and to introduce members of the public to EBID. Yesterday, we had some of the university students here. We took them through some of the things we do, our products and services, the pedigree of the bank, and other important issues. The students were they were very happy yesterday to learn about EBID. And that also means that they will be encouraged to work hard and to join us in future. The celebrations commence with a webinar on Wednesday, 24th of May, which introduced the products of the bank to stakeholders across the sub-region. On Thursday, the bank hosted students and the general public and afforded them the opportunity to familiarize themselves with the operations of the bank. The 3-day event is being crowned with today's conference, which is themed, quote, the role of development finance institutions, DFIs, in promoting growth and sustainable development in West Africa. And I believe that all of us agree that this is a very important theme that we have all called upon to deliberate on today. The aim of this conference, ladies and gentlemen, is to emphasize the key role DFIs like EBID have played in fostering economic growth and sustainable development in our part of the world. We will still deliberate on what DFIs and other financial institutions like yours can offer to actualize the dreams of the founding fathers of ECOWAS. I'll be opening these deliberations from EBID's perspective, specifically on the topic EBID yesterday, EBID today, and EBID tomorrow. Distinguished ladies and gentlemen, this brief intervention seeks to highlight the modest contributions this bank has made in realizing the vision of our forebears and to telegraph the interventions we'll be making to consolidate the gains that we have made so far. So let's look at EBID yesterday. EBID was created on the same day as ECOWAS was established on 28th of May, 1975, with all the ECOWAS member states as shareholders. The bank, which was formerly called a fund, as it was called then, started operations in 1979 and has gone through various transformations since then. In 1999,
In a bid to enhance performance, the authority of heads of state and government of ECOWAS reorganized the ECOWAS Fund into a holding company called the EBIT Group, with two specialized subsidiaries as follows: the ECOWAS Regional Development Fund for public sector financing, and then the ECOWAS Regional Investment Bank for private sector funding. Having operated for a while under the structure, in 2006, the authority of heads of state and government of ECOWAS consolidated the EBIT Group into a single entity to promote private sector and public sector operations in member states, with effect from January 2007. This new identity has remained to today. The bank has impacted all 15 ECOWAS member countries through its debt, equity, and guarantee modes of intervention. At the end of 2022, EBIT had committed over 3.7 billion US dollars to various sectors across the 15 member countries. In line with ECOWAS' vision of fostering regional integration, the bank deemed it necessary to contribute towards the building blocks towards catalyzing this mission. There was the need to pay attention to the financial sector, which was dominated by foreign entities, facilitate air transport within the sub-region, given that the intra-West African flights had to first make stops in other parts of Africa and even in Europe sometimes, to pursue climate-sensitive objectives, among others. This culminated in the bank's decision to partner with stakeholders to achieve the following, among others. 1. EBIT initiated the African Biofuel and Renewable Energy Fund, that is ABREF, which is now a force to reckon with. If you pass through, if you go to the presidency, you see their big building. We initiated that company. Number 2, EBIT was a partner and manager of the Cultural Industries Guarantee Fund. Number 3, EBIT was a founding shareholder of Sky, and as we speak now, we hold about 16% of the shares of the bank, of the airline. And finally, EBIT was the largest founding shareholder of EcoBank Transnational Incorporated, which is now operating in 35 countries. I think that we need something from you. We need to clap for the EBIT. I think so. We all know what is UTI stands for now. Make a significant contribution in Africa and even beyond. That tells you the contribution EBIT has made. But for some time we have been very quiet, and that's why today we decided to speak for you to hear what we have been doing. EBIT today and EBIT tomorrow. EBIT today and EBIT tomorrow. The bank is not resting on its initiatives or laurels. In fact, the bank's strategic plan aims to almost double its balance sheet over the 5-year period, 2021-2025, through investing in the growth poles of member countries, promoting regional integration, promoting healthcare delivery, ensuring social protection and climate resilience, as well as investing in STEM education. Distinguished ladies and gentlemen, it will interest you to know that through the relentless pursuit of our Strategy 2025 objectives, the bank had more than doubled its balance sheet at the end of 2022 financial year, after only 2 years of implementation, with project approvals and commitment at an achievement rate of 77.7% and 97.5% respectively. Resource mobilization and disbursement were also at 53.4% and 52.7% of target over the same period. The growth in the loan book over the past 3 years is unrivaled in the history of the bank. This demonstrates the level of unwavering commitment with which management and staff are helping member countries to recover from the recent economic crisis while improving the fortunes of the bank in the progress. Here, let me pay tribute to AFD, one of our biggest partners. They have made available a lot of resources to us. The first one was 50 million euro. That was 2020. During the COVID time, AFD came to our aid, and within 2 months, they had already prepared 50 million euro for us. As we speak now, they are giving us 100 million euro. Put your hands together for our our sister and our rep. Yes,
AFD, you have played a key role. We also not forget India Exim Bank. India Exim Bank has also given us $1 billion US for our public sector projects. And I'm happy to report that we have totally deployed the entire 1 billion across the 50 member countries of ECOWAS. AFDB has also granted us $100 million US recently, and as we speak now, yesterday I signed the legal documentation. Afrexim Bank has given us a lot of funds. This week alone, they have given us $100 million US, and I'm happy to note that we received the term sheet accepted by the board just yesterday. And again, a number of partners that we cannot mention them. The OPEC Fund for International Development, development, they are also our partner. They have given us a lot of money. Islamic Development Bank, Badia, and all these partners have collaborated with us over the years. I want to pay tribute to them at this very important ceremony. The bank has achieved all the 11 sustainable development goals to which the strategic plan is aligned, including being conscious to environmental and sustainability metrics in line with our strategy 2025. Ladies and gentlemen, let me also state that for all the performance that we have chalked over the last 3 years, Moody's have rated us B2 with a stable outlook, and Fitch rating us also rated us B with a stable outlook. So we are just about to enter into investment grade, and we believe that the next 2 years, with the dedicated team I have and all the staff members, we believe that we'll have an investment rating to enable us to attract competitive resources and to enhance our interventions in all the member countries of ECOWAS. In the next couple of years, in the life of the bank strategic plan, we will work towards the continuous improvement of the bank's internal processes with a view to improving turnaround times and generate favorable outcomes. We will also enhance the bank's IT infrastructure and consolidate financial performance in a bid to place the bank on the pedestal of accelerated growth. Most importantly, ladies and gentlemen, the bank will continue to invest in growth posts of member states, as I stated earlier, with a view to facilitating a quick recovery from the recent external shocks that have eroded some of the socioeconomic gains that were achieved prior to 2020. The bank will invest in transport infrastructure, agriculture, financial sector, energy, industry, health and education, among others, in the next couple of years to help create jobs and reduce poverty in our region. In partnership with member states, we will increase our footprints in underrepresented member countries with a view to accelerating growth and development and poverty eradication. The bank will continue to focus on SMEs and trade finance, the bastions of growth and employment in our sub-region, while continuing to foster infrastructure development, which are enablers to industrialization and trade. Ladies and gentlemen, it is important that if we want to recover from the economic doldrums that we find ourselves, there's the need for us to pay attention to industrialization. Because if we keep on exporting our primary agricultural products to world market, it means that we are not we are not in for business. We need to process all these things so that we have high income elasticity on the world market and be able to attract the foreign exchange to develop our economies. And that is what EBIT stands for. So, distinguished ladies and gentlemen, as I wrap up my address this morning, permit me to pledge on behalf of management and staff of the bank that we remain resolute in our pursuit of poverty eradication actions. To this end, our operations in the next couple of years will continue to align with the theme of Strategy 2025 to wait towards a restored, enabled, and resilient ECOWAS. Let me conclude by wishing all of us a happy ECOWAS Day and to thank all of you in advance for your participation and availability. Thank you very much, and God bless us all. Thank you. Thank you. Thank you. Bless. Bless. Merci, Monsieur le Président de la BIDC. Nous retenons que la BIDC d'hier, à fin 2022, a engagé plus de 3,7 milliards de dollars US dans divers secteurs au niveau des États membres de la CEDEAO. Et nous retenons que la BIDC d'aujourd'hui et de demain entend continuer à investir dans les pôles de croissance au niveau des États
en vue de faciliter une reprise rapide après les récents chocs externes que nous connaissons tous. À présent, nous allons passer au panel de ce jour et inviter nos intervenants de renom à bien vouloir rejoindre le podium. Nous allons demander au protocole de bien vouloir nous aider pour installer Son Excellence, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Général à leurs places respectives. Okay, let's go. Monsieur le Vice-président, vous you restez okay, sur le okay. podium, s'il vous plaît. Sorry. Et donc, nous allons appeler Madame Zolika Bouabdallah, directrice de l'Agence France Développement pour le Togo, Monsieur Guy Martial Awona, directeur général d'Ora Banque Togo, et Monsieur Phili Sissoko, représentant résident pour la Banque mondiale au Togo. Et bien sûr, le modérateur de ce panel, Dr Joseph Assanso, chef de la division recherche et études macroéconomiques au sein de la BIDC. Monsieur, il faut qu'il installe le micro, non? Nathalie. Ok. C'est pour le live. Ah d'accord, bien sûr. As you can see already on the days, we have Dr. Mabouba Diagne, the Vice President Finance Services of the ECOWAS Bank for Investment and Development. He will be speaking on the main theme of this morning's conference. We also have Mr. Phili Sissoko, who is a country manager of the World Bank in Togo. We also have Mr. Guy Martial Awona, the Director General of Togo of Ora Group. He will be speaking on bridging the gap between credit, demand, and supply. And then we have Mrs. Zolika Bouabdallah, the AFD Director for Togo. She will be speaking on the sub-theme, Financing Food Security, the Journey to Food Sovereignty in West Africa. So, ladies and gentlemen, these are your panelists, and panelists, these are your audience. Thank you very much. So, without much ado, I would like to request that you each, within a period of 5 minutes, introduce yourselves, your institution, and then speak broadly about the general theme of this morning's conference, which is the role of DFIs in promoting growth and sustainable development in West Africa. Once that is done, I will come in to ask specific questions relating to the topic that has been given you. Thank you very much. Many thanks, everybody. We start with Dr. Mabouba Diagne. Hello. I'll be asking the questions in English, but you can speak in French or in English, whichever one you are more comfortable in. Thank you very much. Should I move up there? Hello. Hello. My name is Dr. Mabouba. I'm the Finance Vice President of the ECOWAS Investment and Development Bank. First of all, allow me to thank everybody, greeting the President, the Vice President of Operations, the Secretary General, and all distinguished guests, and also welcome our beloved partner from IFD. I saw, the World Bank, I saw Ora Group, and all these partners that have joined us this morning, and all colleagues that have joined us from the ECOWAS Commission.
the role of DFI to unlock the development of the continent has no longer need to be demonstrated. But the challenges are there, the reason why we are all here. If you see Africa, let's start with the agri-sector. You take Benin, Mali, Burkina, they produce 10% of the cotton of the world, but we still import underwear. You take cacao, you take coffee, we drive the global demand. The raw products are exported and we import high value. And I always joke whenever I meet with Minister of Finance and I tell them, whenever you export raw material and you import finished product, you are exporting Africa's job. And it's our role here at the Development Bank to unlock those opportunities. Investing in the economies and that drive the GDP of our countries should be our DNA, should be our mandate. And what the President has rightly said, over the last 3 years, what EBIT has done in terms of resource mobilization, impacting and investing in those industries that create jobs, promoting food security, is exactly what we must do and what we will continue doing. In collaborating with partners like African Development Bank, AFD, World Bank, India Exim Bank, Export Credit Agencies, Islamic Development Bank, is exactly what we must do and what we'll be doing. And during this course of the panels today, we will demonstrate how Africa not only can boost the industrialization of our economies, can create what I will call food security, food sovereignty, while driving development and growth in our continent. Thank you. Thank you very much. Merci, bonjour à tous. Je suis Philippe Sissoko, le country manager de la Banque mondiale pour le Togo. C'est un véritable plaisir pour moi de participer à ce panel. Je voudrais remercier la PIDC pour cette invitation et aussi pour le choix du thème. Tout à le thème qui m'a été assigné, qui est probablement un des défis les plus importants que l'Afrique doit faire face, a fait face par le passé, doit faire face dans les décennies à venir. Dans mes mots introductifs, je vais me focaliser sur le thème qui m'a été assigné, qui est celui de la problématique de l'industrialisation de l'Afrique. Je vais commencer d'abord par dire que je crois qu'il y a un consensus, peut-être pas économique, mais en tout cas un consensus historique, que la voie la plus fiable pour le développement économique, pour la transformation structurelle des économies, la création d'emplois en quantité et en qualité suffisante, passe par l'industrialisation. Je pense que quand vous regardez l'histoire des différents pays, l'histoire plus récente de l'Asie de l'Est, cette hypothèse s'est vérifiée. Malheureusement, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique, l'histoire économique de l'Afrique, l'industrialisation est encore à peine. Si vous regardez globalement l'histoire de l'Afrique, il y a eu 3 grandes périodes, 60-1990, des taux de croissance autour de 5%. Dans certains pays, même à 2 chiffres, entre 90 et 2000, la croissance s'est ralentie autour de 2%. Et de 2000 à 2020, elle est revenue autour de 5%, et pour certains pays, elle est partie à remonter à double digit. Malheureusement, durant toute cette période, l'industrialisation de l'Afrique peine encore. La contribution de l'industrie au PIB de l'Afrique, les derniers chiffres que j'ai, autour de 2000, peu avant Covid, tournaient autour de $700 par habitant. Vous comparez cela à l'Amérique latine, où c'est $2700 par habitant, donc 3 fois plus. Et lorsque vous allez en Asie de l'Est, on est à 3500, donc c'est 7 fois plus en Asie de l'Est. Et je voudrais revenir sur les points que le vice-président a soulevé. Le
le manque d'industrialisation, comme il le disait, c'est exporter les emplois, mais c'est aussi exporter la richesse. Absolument. C'est aussi exporter la richesse. Donc je crois que la vraie problématique aujourd'hui pour l'Afrique, c'est comment s'assurer que pour les décennies à venir, elle peut avoir une vraie politique d'industrialisation, une vraie transformation structurelle de son économie. En se basant sur ses avantages, on va peut-être revenir sur certains des avantages, notamment la démographie, la zone de libre-échange qui est en cours de mise en place, son atout formidable de capital naturel. Mines, terres arabes, l'Afrique a la plus grande terre arabe au monde, comment elle peut capitaliser sur ces différents avantages-là pour véritablement transformer son économie. Donc je voudrais m'arrêter là et peut-être revenir un peu plus tard sur le rôle de la Banque mondiale et comment on est à enlever ces contraintes structurelles et à pouvoir enrichir le fonds de protection de l'Afrique. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Du coup, moi j'allais être plutôt scolaire, mais bon, quoi qu'il en soit, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur un sujet très important et qui peut faire l'objet au premier abord de beaucoup de lieux communs, de mauvaise compréhension de ce qu'il est, à savoir l'enjeu de la sécurité alimentaire et de l'agriculture sur le continent africain. Cet événement intervient dans un contexte que l'on connaît tous de hausse des prix, de difficultés pour beaucoup d'agriculteurs et donc de difficultés pour beaucoup de producteurs et de personnes de pouvoir s'alimenter à un prix décent. Juste un chiffre, on dit qu'une personne sur 5 était en situation d'insécurité alimentaire en 2021. On est dans le cadre de la BIDC et de la CEDEAO, il y a eu le RPCA récemment, et on s'aperçoit effectivement que les risques et les tendances d'insécurité alimentaire pourraient avoir tendance à s'aggraver. Bien sûr, le groupe AFD est très présent sur le secteur de la lutte, ou en tout cas de la défense de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, avant de répondre aux questions plus précises, c'est un premier chiffre. Parce qu'on pense tout le temps ou souvent quand on parle de souveraineté alimentaire ou de sécurité alimentaire qu'à la famille, voilà, les Africains ont faim. Mais sur le continent produit environ 89% de ses besoins. Donc vous me direz, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a autant de problèmes à régler? Et la crise en Ukraine n'est pas la cause de tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui dans le domaine du développement de l'agriculture. Ça a été en revanche un accélérateur, une mise en exergue de plusieurs difficultés. La crise en Ukraine, ça a mis en accent plusieurs dépendances de la production agricole sur le continent. Une dépendance aux matières premières, on parlera des engrais, une dépendance à l'importation de certains produits. Et donc là, on pourra parler de la souveraineté alimentaire, le blé, pour beaucoup de pays, mais pas pour tous les pays africains. C'est pour ça que c'est toujours très difficile, et y compris sur la zone d'Afrique de l'Ouest, d'essayer d'intervenir en très peu de temps, mais il y a un véritable enjeu de dépendance à l'importation de certains produits. Et il faudra y travailler, on essaye d'y travailler, j'y reviendrai. Il y a une dépendance aux matières premières, au-delà des engrais, à l'énergie, à l'azote, si on veut produire des engrais. Et le problème aussi de l'agriculture, excusez-moi. Ouais. Donc, et l'un des enjeux sur lequel on travaille dans le domaine de l'agriculture, c'est aussi, il y a un enjeu ou un problème de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le continent, la population est essentiellement rurale et l'agriculture, c'est donc une ressource de subsistance pour une grande partie du continent. Je l'ai dit, le continent produit 89% de ses besoins. En revanche, il y a un problème certes de disponibilité, mais d'accessibilité. Problème d'accessibilité, bien dit, travailler avec les producteurs, avec les agriculteurs pour les accompagner à améliorer leur production et donc à avoir un revenu plus décent pour pouvoir accéder aux produits. Et on s'en est aperçu pendant la crise Covid, puisque pendant la crise Covid, il y avait des produits accessibles,
mais beaucoup de gens, de populations vulnérables, n'ont pas pu avoir accès aux produits parce qu'il y avait un déficit de revenus. Et donc, en élément très synthétique, si je devais, puisque l'objectif c'est aussi d'expliquer quelle était la stratégie de notre institution, donc je suis désolée, je vais quand même prendre le temps de l'exprimer. Donc on a, au sein du groupe AFD, depuis 2021, lancé ce qu'on a appelé l'initiative Alimentation en commun, puisqu'on s'est aperçu, enfin tout le monde le sait, et vous mieux que moi, que le développement de la sécurité alimentaire, ou travailler pour le développement de la sécurité alimentaire, ça nécessitait de travailler aussi sur la santé animale. Et on a inscrit, aujourd'hui on travaille aussi de manière très importante pour développer nos stratégies et nos actions en faveur de la sécurité alimentaire, que ce soit le renforcement de l'agroécologie, le renforcement des investissements plus structurants de l'agrobusiness pour notre filiale. On insiste énormément sur les partenariats, sur le travail avec les organisations régionales. Vous l'évoquiez, Monsieur le Président, la collaboration qu'on a eue avec la DDIDC en pleine pandémie. On travaille beaucoup avec la BOAD et puis on a incité pour mettre en avant l'ensemble des banques de développement et des banques de développement agricoles des pays, notamment du continent. On a mis en place, à l'initiative du directeur général il y a un certain temps de cela, l'initiative IDFC pour embarquer l'ensemble des institutions publiques de développement. Ce sont à peu près 500 institutions de développement, banques publiques de développement qui sont réunies pour travailler en commun et développer de nouveaux outils financiers. J'y reviendrai, notamment à travers des lignes de crédit qui peuvent permettre ensuite aux institutions régionales de développer leurs actions. Et donc, agriculture durable, agroécologie, travailler avec les exploitations familiales parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'essentiel des agriculteurs sont des agriculteurs dans de très petites exploitations. Il ne s'agit pas de nier, dans certains pays, encore une fois, c'est hétérogène, mais bien sûr, il y a de l'agrobusiness, il y a de belles entreprises qui arrivent à produire et à exporter, mais on a quand même encore de petits producteurs, et donc il faut les accompagner. Puis je l'ai dit, donc dimension partenariale, et on travaille énormément avec la CDAO dans le domaine de l'agroécologie, et j'y reviendrai pour développer des programmes d'agroécologie et puis pour développer une réponse au shortage en travaillant sur les stocks. Thank you very much, Madam. I think we have to answer some of things ahead of time. So, Mr. Aouna, 5 minutes. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Merci déjà pour l'invitation. C'est un honneur d'être la seule banque française présente sur ce panel. Et c'est un honneur à titre personnel au nom du groupe. En guise de présentation, notre groupe appartient à un fonds d'investissement qui s'appelle Emerging Capital Partners, qui est basé à Washington et à Paris. Et le siège du groupe, qui est donc pour la groupe, à l'avantage d'être ici au Togo. On est l'une des filiales du groupe, l'une des 12 filiales du groupe, parce que nous sommes dans 12 pays, donc toute la zone du Mois plus l'Afrique centrale, le Gabon, le Tchad. Et en Afrique de l'Ouest, on a un Guinée, Conakry et en Italie. Au Togo, on est filiale du groupe à 87%. Et en termes de taille, on est bientôt à peu près 1 000 milliards de habitants. Et je pense qu'on a à peu près des parts de marché comprises entre 15 et 20% sur le marché togolais, avec 40 agences et à peu près 600 collaborateurs. Voilà pour ce qui est de la banque. À titre personnel, moi, je suis déjà depuis 5 ans en ce qui concerne la question elle-même, le rôle des DFIs, effectivement, en tant que banque commerciale, c'est un gros atout d'avoir des DFIs parce qu'elles peuvent lever des fonds plus importants sur des durées plus longues. Elles peuvent mettre un focus sur certains secteurs où les banques commerciales ne peuvent pas intervenir. Je pense par exemple à l'inclusion financière. Peuvent aider les banques commerciales à développer ces segments-là.
nous aide aussi à faire des analyses ciblées sur des secteurs, des segments spécifiques, plus des financements qu'elle apporte souvent dans tout ce qui est renforcement des capacités. Je dirais que c'est un gros atout aussi parce que les banques de développement interviennent parfois directement, de plus en plus directement dans le secteur privé. Nous avons beaucoup de clients qui ont des besoins de financement longs que nous ne pouvons pas satisfaire, et c'est en s'associant avec ces banques-là qu'on arrive à combler le gap. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le fait qu'elles interviennent avec les gouvernements. En complétant le gouvernement qui représente peut-être un risque plus intéressant, en tout cas plus maîtrisable du problème, ces gouvernements peuvent mettre les fonds à la disposition des banques commerciales pour que ces banques commerciales, à leur tour, accompagnent les secteurs qui sont ciblés. Donc, c'est vraiment une grande complémentarité qu'on peut trouver dans un partenariat entre les DFIs et les banques commerciales. Donc, je vais m'arrêter là et je reviens sur les moyens relatifs au gap de financement dans l'économie en général. Merci. Many thanks, Dr. Asenso. You know, when I left London, working for global investment banks like Dresden, like Credit Suisse, like Barclays, the major driver was money-making machine. We never worried about the social impact of what we were doing. It was money, 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 money. And when you start working for a development bank, you start thinking about doing well by doing good. Job creation comes to mind. Social impact comes to mind. How well institutions are contributing to the well-being of the world. This is the primary mandate of a development bank. You know, when you sit in London and you watch on Wall Street or on CNN, you see young people crossing the Gibraltar. Here's a young African fellow, it speaks to you. Especially when somebody that you know has been trying to cross over, and this has started speaking to me, and I said, I must go back to Africa. It's not about money. You know, when you reach certain executive level, you start thinking about your individual impact in the community, your individual contribution in the community. And what I have, when I see in the leadership of Dr. Joy Donkor, what EBIT has done in the last 3 years, in various sectors of the industry, in our various countries, it tells that the social return could be much greater than the financial return. And let me elaborate and tell you just what is happening. When I decided to come back, I asked myself, even beside what the bank is doing, let me see on my personal capacity what I can do in the village where my grandfather were coming from. And I was shocked. Even a milling, a small mill, they grow peanuts, they grow millet, even transforming that millet, they couldn't do it. And why they couldn't do it? Because the three-phase electricity is 5 kilometers away from the village. And I start trying to bring three-phase electricity in the village. It took me 20 million CFA. And I asked myself, there are two options. Either I wait for a bank to do it,
or I do it. Now let me tell you the story, the beautiful story about just bringing that three-phase electricity. We have now a small milling that people use to transform their products. Value add jump by 30%. And it also unlocked cattle farming, sheep farming, because out of the transformation of that product, they have byproducts. Women start getting organized in terms of small cooperative, and a bank like us supporting local commercial banks, they will support the SMEs in those countries. That will show that with one stone, you kill multiple birds. This is what a development bank can do. Let me illustrate further now at a bigger scale. You take a country like Senegal. We produce 75 million chicken a year. To produce 75 million chicken a year, 4 kilograms of feed is 210,000 metric tons of maize that you need. If you assume that to produce in 1 hectare you can produce 5 metric tons of maize, it's 9,800 jobs that you can create. The reason why I strongly do believe that development bank like us, partnering with partners like AFD, supporting the local commercial bank like Orago, can really unlock the development of our continent. And now you allow me to be very provocative. Africa should stop begging. The international community has put enough money in Africa. What is lacking now? It's we African people taking our destiny with our hand and showing that it's doable. Ghana is importing $300 million of poultry. Poultry is 70% maize. So the main food of Ghana staple food is kenke. Kenke is made of maize. What does it mean? It means that Ghana know how to produce maize. If you know how to produce maize, why should you import chicken? Guinea-Conakry import 50 million euro of chicken. Look at the country where we are, Togo. Togo, something very, very interesting is happening in Togo. Togo is one of the few countries in the region who knows how to produce soya. 90% of the continent is importing soya. Can you imagine now if Togo just specialized on soya? I'm not even talking about the 54 African countries. I'm only talking about the 300 million people of the CEDEAO. The potential is huge. Now, to unlock that potential, the development banks can come now, because those long-term financing that our friends from Oraban are talking about, with the support of development partners like AFD, with the support of development partners like the World Bank, we can make available those long-term resources. Leveraging export credit agencies, leveraging developmental partners, and do what I call economic diplomacy. Today, the Ukraine war has shown that, COVID has shown that even the developed countries can be vulnerable. You remember 4 months ago, 1 tablet of egg was taking $5 in New York. It just shows that even the developed countries can be vulnerable. The reason why I strongly do believe that the ECOWAS Investment Development Bank, supporting our member countries with long-term financing resources, pushing the agenda of agri-industry, unlocking, pushing food security on basic products like maize, soya, beneficiating cotton. And experience have shown, and what we have done the last 3 years have shown that it's doable and it's possible. And the more important thing, the international community is willing to support.
When I remember 3 years ago when we embarked ourselves into the WAFA program, the Islamic Development Bank, the Germans, Badea, supported with $150 million of trade finance line to import fertilizer, but also 90 million euro to support the capex expenditure of the program. That's why I really do believe that ECOWAS is an amazing platform leveraging of ABID, which has done an amazing job the last 3 years. And I strongly believe that today, I see a lot of young African people coming back into the continent, what I call the global African. And when they come back, they have seen what good looks like in Europe. They have the carnet d'adresse, they have the Rolodex. And I strongly believe that today, with the new financing mechanism, ABID can play a significant role in unlocking the development in the industrialization of the continent. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Mabuba. Moving on to the World Bank, Mr. Ona. The sub-region is basically agrarian when it comes to economic activity. Manufacturing is under 5%. What are institutions like yours doing to help to drive the industrialization agenda that we so much talk about but see very little action on? Yes, okay. Merci pour cette question. I don't know how much time I have to respond to this question. You have 3 minutes. 3 minutes, okay. Avant d'arriver à qu'est-ce que la banque fait pour aider les pays à transformer leur économie et amorcer une vraie phase d'industrialisation, je voudrais revenir brièvement sur les atouts et les contraintes de l'industrialisation en Afrique, parce que je crois que c'est important. Le premier atout, comme je le disais tantôt, c'est la démographie. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Toutes les études montrent que d'ici à 2050, une grande partie de la population africaine sera encore active, près de 60%. Donc c'est un atout formidable. Donc on a le labor, okay, qui est un point extrêmement important. Le deuxième, c'est le capital naturel, comme je le disais, les terres arables, les mines, on a énormément de ressources. Beaucoup d'études montrent que l'Afrique regorge d'autant de pétrole, tous les pays combinés, le Nigeria, les grands pays producteurs de pétrole, que l'Arabie Saoudite. Donc on a un atout extraordinaire de ce point de vue. Il y a la zone de libre-échange qui a été mise en place, et je reviendrai un peu plus tard sur les contraintes liées à l'opérationnalisation de cette zone de libre-échange. Mais c'est un atout formidable pour libérer le potentiel de commerce intra-régional. Et puis, peut-être quelque chose que beaucoup considéreraient comme une contrainte, moi je vois comme un atout, c'est la situation géopolitique qui aujourd'hui elle est très incertaine. C'est vrai qu'il y a une redistribution des chaînes de valeur, mais c'est une opportunité aussi pour l'Afrique de regarder quelles sont les niches sur lesquelles elle peut s'insérer et de pouvoir essayer de capitaliser sur ces différentes niches. Il y a énormément de contraintes et la banque travaille avec les pays partenaires pour essayer de lever ces contraintes. Je vais les lister rapidement. Pour moi, la première contrainte liée à l'industrialisation, c'est le manque de vision sous-régionale. Parce que je crois que ce dont il faut se rendre compte, c'est que les marchés sont trop petits. Lorsque vous êtes un investisseur étranger, le Togo, le Bénin, le Ghana sont des marchés relativement petits. Mais si vous avez une politique intégrée sous-régionale, ECOWAS, dès les marchés deviennent beaucoup plus intéressants. Mais cela suppose beaucoup de coordination. Je crois que la représentante de l'AFD, le vice-président, parlait par exemple de la question des engrais. La question qui est une question extrêmement importante pour améliorer la productivité. On a des pays dans la sous-région qui ont le potentiel, dans le Togo par exemple, de produire des engrais sur la base de phosphate. Donc le Togo, le Sénégal, etc. Une vraie politique sous-régionale d'engrais
permettrait de spécialiser chacun de ces pays, d'éviter des duplications de zones industrielles économiques en faisant les mêmes productions industrielles et donc en essayant de compétir pour les mêmes investisseurs. Donc ça, c'est une des premières contraintes. La deuxième, je vais essayer d'aller vite, je sais que je suis très proche de mes 3 minutes. La deuxième, c'est les questions d'infrastructure. Je crois qu'il y a encore un gap trop important au niveau des infrastructures. Déjà, les infrastructures de connectivité, les infrastructures de base, qui sont extrêmement importantes pour développer l'industrie, l'agro-industrie, la connectivité entre les différents, à l'intérieur des pays, donc de pouvoir acheminer la marchandise donc, du lieu de production jusqu'au marché. La connectivité intra-régionale, elle est extrêmement limitée. Donc, améliorer la connectivité entre les différents pays, améliorer, le vice-président en parlait, l'accès à l'énergie. L'Afrique est encore le continent dont l'accès à l'énergie est l'un des plus faibles. Sans énergie, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'industrie. C'est un pays d'Afrique qui a même des taux d'accès inférieurs à 50%. Dans les zones rurales, il y a des chiffres encore plus élevés qui ne sont pas acceptables au XXIe siècle et qui ne permettent pas vraiment de libérer le potentiel économique du continent. Les deux autres, donc pour moi, ce sont peut-être les plus difficiles et sur lesquels on n'a pas encore trouvé de solution véritable, c'est les questions de compétences. Je crois qu'on investit beaucoup dans les infrastructures et à chaque fois qu'on a des demandes, c'est beaucoup d'investissements pour les infrastructures, mais je dirais que le levier le plus important, c'est le capital humain. Et quand vous regardez l'indice de capital humain de l'Afrique, il est largement inférieur, en tout cas à celui de l'Asie, où j'ai passé mes 5 dernières années à travailler, où vous avez un indice de développement du capital humain autour de 70%, 0,7, et l'Afrique est encore, dans certains pays, en dessous de 0,5. Donc, quand vous avez une formation, elle n'est pas adaptée au monde du travail, elle est complètement déconnectée. Donc les compétences sont très faibles et finalement l'accès au financement est un des défis les plus importants. Pour conclure, qu'est-ce que la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale fait? Comme vous le savez, le groupe de la Banque mondiale a 3 guichets, donc la Banque mondiale qui travaille avec les États pour lever de certains de ces contraintes structurelles, améliorer le climat des affaires, permettre donc de libérer le potentiel des différentes économies. On a par exemple en Afrique de l'Ouest et centrale, jusqu'à la fin du mois de juin 2022, approuvé près de 300 projets d'un montant d'à peu près 28 milliards de dollars dans les différents secteurs de l'économie. Mais pour moi, le levier le plus important, et avant de venir au Togo, j'ai passé 5 ans en Asie de l'Est, basé à Bangkok, je couvrais notamment le Vietnam. Et avant ça, j'ai travaillé sur l'Inde pendant 5 ans et en Amérique latine. Mon expérience de toutes ces différentes régions de la banque, pour moi, il y a 2 leviers extrêmement importants sur lesquels en Afrique, on ne capitalise pas suffisamment. Le premier, c'est le Knowledge Bank. La réflexion autour des politiques de développement économique et social. Au Vietnam, on les a aidés à faire, par exemple, Vietnam 2045, qui leur permet de se projeter en 2045, comment ils vont transitionner à une économie high income. Et ça mobilise toute la société. Et pour moi, c'est la deuxième faiblesse que je vois en Afrique, qui est que on se focalise beaucoup, c'est vrai et c'est important, sur le capital physique, le capital financier, le capital humain, qui sont essentiels pour arriver au développement économique. Mais on oublie l'un des capitaux les plus importants, c'est le capital social. Et une grande différence avec l'Asie de l'Est, c'est ça, c'est que la société entière, elle est mobilisée vers un objectif important, le développement économique et social. Et c'est ça qui a permis au Vietnam, en moins d'une génération, d'éradiquer la pauvreté. Le Vietnam, l'année dernière, en FDI, a mobilisé 20 milliards de dollars, le petit Vietnam. C'est quasiment toute l'Afrique de l'Ouest combinée. Mais parce que toute la société est mobilisée vers un objectif extrêmement
extrêmement important, c'est le développement économique et social. Et je voudrais m'arrêter là. Il y a aussi d'autres guichets de la Banque mondiale, la SFI et MIGA, qui permet de dérisquer les investissements étrangers. Et peut-être finir sur un des points que vous avez souligné, Monsieur le Vice-président, qui est extrêmement important, c'est la diplomatie économique. Je crois que ça manque aussi, vendre la destination Afrique. J'ai cette vidéo très intéressante du ministre des Affaires étrangères de Singapour, qui était venu au cours des assemblées annuelles de la Banque mondiale et qui a fait une petite conférence où il a une capacité extraordinaire à vendre la destination Singapour, mais aussi comme gateway pour toutes les East Asia. Donc je crois que c'est ça qui manque, c'est de dire, de pouvoir assigner un rôle aux ambassadeurs dans les différents pays, de vendre la destination, s'assurer qu'ils ont des PowerPoint pour expliquer les opportunités d'investissement qu'il y a en Afrique et tout le potentiel de l'Afrique dont je faisais référence tantôt. Voilà, je voudrais m'arrêter là, je sais que j'ai plus de 3 minutes. Thank you very much. Mr. Awona, given what Dr. Mabuba said, and Mr. Sissoko has said, all these can be made possible when there is funding. There is a gap between the demand and supply for credit. What do you consider to be the most important factors that contribute to this gap, and how is your institution helping to resolve them? Thank you. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet hyper vaste parce qu'il aborde à la fois la macroéconomie et la microéconomie, la gestion. Et l'avantage qu'on a aussi sur ce panel, c'est qu'on a un public averti, donc je peux aller plus vite sur les sujets. Je vois tous mes collègues et confrères directeurs généraux de banque. Donc on parle le même langage, et puis d'autres collègues de la BIDC. C'est clair qu'il y a effectivement un gap entre le besoin de financement et l'offre de financement. Après, on entend parfois des chiffres qui font peur, on va dire, projet BAD, par exemple à FAWA, ils vont réunir 42 milliards pour financer les femmes. On se demande d'où viennent ces 42 milliards. L'État togolais va lever 4000, enfin pas l'État, le PND c'est 4600 milliards, on se demande d'où viennent les 4600 milliards. La BITC venait de dire par exemple qu'elle a levé 3 milliards de dollars, on se demande d'où ça vient. En tout cas, eux ils l'ont dit. On se rend donc compte d'un côté qu'effectivement il y a beaucoup d'offres de financement, et de l'autre côté il y a tellement de besoins de financement inestimés, on est incapable d'estimer le besoin de financement. Alors comment réunir les deux parties, côté emprunteur que nous sommes tous, à commencer par les États, les institutions financières, qu'elles soient des institutions financières de développement ou les banques commerciales, les entreprises, les PME, les personnes physiques, d'une part comme emprunteurs, et puis les prêteurs, qui sont en général donc les institutions financières, et ça peut être aussi des fonds d'investissement, ça peut être aussi des gouvernements. Ce qu'il faut noter, c'est que chacune de ces parties a besoin d'aller lever aussi des fonds. En allant lever des fonds, la problématique centrale, c'est il y a deux problématiques centrales, de mon point de vue. Il y a la question de la liquidité, mais en réalité de la disponibilité des fonds, parce que les fonds dont on parle, ils ne sont pas dans une caisse quelque part, et quand BIDC dit j'ai levé 3 milliards de dollars, ce n'est pas évident que ce soit déjà dans son compte. Ça peut être décaissé progressivement, ainsi de suite. Et ça, même si cette liquidité n'était pas disponible à l'instant, ce n'est pas un problème parce qu'elle peut venir avec le temps, et elle peut venir de plusieurs sources. Ça peut être les marchés financiers, ça peut être des États, ça peut être d'autres levées de fonds auprès d'autres institutions financières.
Ça, c'est un point, donc la disponibilité des financements, c'est le premier point. Le deuxième point qui est pour moi le plus important, c'est le risque. C'est le risque qui rapproche les deux, ou qui sépare les deux, en réalité. Je vais plus utiliser la séparation que le rapprochement. Parce que les besoins sont tellement énormes et exprimés, mais ils ne sont jamais satisfaits pour des questions d'appréciation des risques. Et qu'est-ce que je mets dedans? Je mets la question de solvabilité. Tout prêteur va toujours regarder la solvabilité de l'emprunteur. Qui qu'on soit un État, une institution financière, une entreprise, un individu. La deuxième chose, c'est la capacité de remboursement. Vous pouvez être solvable, mais peut-être sur une levée des fonds, sur une demande de financement, vous n'avez pas la capacité de rembourser cette somme-là. Peut-être qu'elle est au-dessus de vos capacités. Donc, il y a ces aspects-là. L'autre aspect, au-delà de l'appréciation du risque que je venais de développer tantôt, il y a la question de l'acceptation des risques. J'ai de l'argent, je veux bien prêter à une cible particulière, je ne veux pas prêter à tout le monde. Je choisis à qui je veux prêter de l'argent et dans quelles conditions je veux prêter cet argent. Et la dernière chose, c'est les conditions de décaissement. Il y a beaucoup d'institutions, de gouvernements, d'entreprises qui ont des financements notifiés, mais qui sont dans l'incapacité, parfois, de décaisser ces financements afin de les utiliser. Donc voilà, de mon point de vue, le point central qui est donc l'appréciation du risque. Je ne sais pas si j'ai aussi 3 minutes ou j'ai déjà débordé. 1 minute. Pour moi, la réponse à toute cette problématique, c'est qu'il faut réduire les questions d'asymétrie de l'information de toutes parts, que l'emprunteur sache ce qu'attend souvent le prêteur et que le prêteur regarde aussi de près l'environnement ou les conditions d'exercice de l'emprunteur pour trouver une solution adaptée. Il y a les questions d'environnement. Quand on regarde une banque commerciale, on a souvent 2 challenges. Le premier, c'est à l'analyse ou à l'introduction du dossier de crédit. On n'est pas sûr d'avoir toutes les informations et toutes les bonnes informations. L'exemple le plus simple, c'est que, certes, aujourd'hui, on a un bureau d'information de crédit, on a une centrale des risques, mais quand vous avez des engagements douteux dans une banque, il est en réalité difficile d'identifier de quoi il s'agit, de quel montant, parfois. Même si ce gap-là, ce déficit se rétrécit. Et l'autre point, c'est l'environnement juridique ou judiciaire qui devrait nous aider à poursuivre les mauvais payeurs. Oui. D'accord, pour consolider la solvabilité de ceux qui sont des bons payeurs et pénaliser ceux qui sont des mauvais payeurs. Et le dernier point, vraiment pour faire bref, la solution la plus adaptée, surtout dans des environnements comme les nôtres, c'est dérisquer. Il faut dérisquer. Il faut chercher des alternatives pour garantir les financements. Il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles pour garantir les financements des États, des entreprises, d'autres institutions financières. Il faut regarder la structuration des financements. C'est important. Comment est-ce qu'on s'assure que le financement, l'objet du financement est parfaitement adressé et contrôlé et non qu'il y ait une diversion des fonds? Comment est-ce qu'on s'assure que le cash flow qui a permis de faire ce financement et générer un revenu revient à l'institution financière pour qu'elle se rembourse? Ça, c'est vraiment pour essayer d'être bref sur le sujet à cette étape. S'il y a d'autres questions, je suis preneur. Merci. Thank you very much. Madame Bouabdallah, you spoke earlier about the interventions you've made
in the agriculture sector. And I think these are aimed at boosting production. Beyond production, when there is a glut in harvest in a particular year and they go waste, the following year farmers actually reduce the area of cultivation. Post-harvest losses are a big issue in our part of the world. What interventions has your institution made in that space, building storage facilities to ensure that we reduce post-harvest losses? 3 minutes, please. Okay. Pardon. Alors, qu'est-ce que fait le groupe AFD pour répondre à au trop peu de production? Alors, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir une intervention en plusieurs temps. Quand on est... attendez, je vais... parce que votre question, elle est assez courte et... du coup... Répondre en fait à la question du trop peu, le storage, ça peut être à la fois la difficulté à s'approvisionner en matières premières, et puis ça peut être quand on est au stade de la production. Et puis lorsque l'on va être au stade de structures de transformation, et donc qui elles vont pouvoir éventuellement avoir accès aux banques, l'enjeu c'est donc de pouvoir accéder à de la production. Et donc là, ça va être un enjeu de pouvoir stocker les produits alimentaires. Comment est-ce qu'on intervient pour répondre en début de chaîne au trop peu de matières premières ou au trop peu d'aliments sur le marché? Le premier point, lorsqu'on intervient à court terme, et donc que ce soit l'AFD, que ce soit sa filiale Proparco, puisque j'aurais dû le dire au début, le groupe AFD, c'est à la fois l'Agence française de développement et sa filiale Proparco qui intervient surtout auprès du secteur privé, eh bien la première action que l'on met en place, c'est d'abord des revenus de compensation ou de transfert monétaire pour permettre d'avoir accès ou d'accéder et d'acheter de la matière première ou d'acheter des aliments. L'autre point, et on s'est aperçu qu'il était important d'agir aussi au niveau régional, au-delà des flux financiers directs aux producteurs, c'est de travailler notamment sur la constitution de stocks. Et donc là, on travaille et on a financé avec la CEDEAO le programme de stock qui a permis à la fois de constituer des stocks au niveau national et puis des réserves au niveau régional, et ensuite de voir en fonction des besoins et des articulations, enfin vous connaissez tous le fonctionnement du programme stock de la CEDEAO, c'est de pouvoir compenser en période de crise, en période d'insécurité alimentaire ou de risque de crise grave, aggravée, modérée ou aggravée, de pouvoir de permettre aux États de pouvoir réagir à la fois en tirant sur leurs stocks personnels, leurs stocks nationaux, pardon, et puis de pouvoir ensuite, dans l'hypothèse où on est dans le cadre d'une crise grave, de pouvoir aller tirer auprès des réserves nationales. Et donc les mécanismes ou les financeurs comme l'AFD, comme les banques publiques de développement, l'Union européenne, qui a été aussi un gros financeur de cette modalité, permettent aux États, à la fois à la CEDEAO, de reconstituer les réserves régionales et puis aux États de reconstituer leurs réserves nationales. Et puis ce qui est aussi important, parce que là on est au stade de la réponse à un besoin, parce qu'il faut s'alimenter, mais ce qui est important quand on est dans un cycle de production, et il y a plein de choses qui se télescopent et on y reviendra sur les engrais, mais ce qui, il me semble important de prêter attention ou de regarder la situation de la production agricole et de l'agriculture sur le continent, du fait que c'est d'abord une agriculture, encore une fois, portée par des toutes petites exploitations, voire des exploitations moyennes, avec énormément d'informalité. Et puis, il y a éventuellement, et on pousse, des structures plus performantes qui, elles, peuvent avoir accès à du financement. Et donc, ce qui est important quand on tient compte de la difficulté, en fait, cet état des lieux des structures de production, ça veut aussi dire que ce qui est important pour une entreprise et pour pouvoir répondre à la demande locale en produits alimentaires, c'est d'avoir des structures intermédiaires qui vont avoir la possibilité de s'approvisionner
Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les producteurs à un moment donné, pouvoir organiser leur production, de pouvoir stocker leur production et développer le secteur privé en ce sens. On y travaille dans différents pays en accompagnant directement les États, voire des organisations de producteurs, soutenant des coopératives qui vont pouvoir structurer des productions, des spéculations, et puis organiser les filières de sorte qu'on puisse constituer ces réserves et puis pouvoir alimenter des structures qui derrière vont pouvoir transformer et éventuellement produire ensuite pour le marché national. Voilà. Thank you very much, Madam. Dr. Mabuba, one of the key roles of development finance institutions, or one of the key objectives, is to ensure poverty alleviation. Funding costs are rising. There is a global funding squeeze. How relevant are DFIs in this particular dispensation, given that costs of funds are rising? Are we still able to pursue the poverty reduction agenda? In 2 minutes, please. Many thanks. You know, funding cost has always been a challenge in Africa. But I strongly believe that it's not an insurmountable problem. You know, when returns are on double digit, push come to push, you can afford to pay a high cost of funding. For example, in Europe, when you take agri, maybe people are talking about low 10 return on investment. In Africa, you're talking about low 20. It does not mean that we should still pay for cost of funding, high cost of funding. Today, Africa is suffering unjustly. The US are rising their sofa, Africa is paying for it. I think that the international community must address that problem. And I'm taking this opportunity to provoke a little bit our friend from the World Bank to do a little bit of advocacy on it. Today, it does not explain, it's not right that the US will wake up one day because they want to manage their inflation, they are hiking their interest rate, that we, Africa, will pay for it. But let's park that problem, because I believe that big boys like African Development Bank, under their high-fire strategy, should be bold enough to come and subsidize the funds supporting people like us, and we do blended finance by supporting the commercial banks, but making also sure that we put the money in the right sector. You know, we have seen that African government knows how to build roads, how to build bridges. Why are we not putting money in agri-infrastructure? I visited Israel more than 6-7 times. They have a system called kibbut. It's a cooperative system. But when the community come to build a cooperative, government will build all the infrastructure, including bringing water, bringing irrigation system, bringing electricity, and now tell the cooperative, go for it. The problem of fiscality. You know, many people talk about funding. Yes, funding is high. Look at the tax rate. You start a small, medium-sized enterprise in Africa. Maximum 3 years after, you have to pay 32% on tax. You have to pay 18% on VAT. That's 50% of your revenue. Compared to Europe, where it is low 20. So the problem of financing of our development, I think that has many hurdles. Yes, I agree with you that funding has been the challenge, the cost of funding has been a challenge. But it's time that our government start thinking about the high fiscality that they put on us. Now, our colleague from World Bank said something very, very, very important that I think that maybe he didn't underplay it. The duplication of this industrial or economic zone or agropole.
to be honest, if I see Benin and Togo, why they have 2 industrial zones? Let's put 1 industrial zone, supported and capacitated by people like us in terms of funding. But what is the most important thing is now supporting the cooperative to make sure that that industrial zone works, because you have all the agri-inputs. You have seed, fertilizer, chemicals in abundance. You have supported the local farmers with adequate training, and now they are growing the right thing that is feeding those industrial zones. And this is now where I think that the cost of funding comes in. And today, Africa is in a situation where everybody is talking about green financing. Those financing are not expensive. But now if somehow, together with big boys like African Development Banks, BOAD, BIDC, with the support of partners like AFD, we can attract those funds. I think that we could do a lot. Thank you. Thank you very much. That brings us to the end of the questions that they fielded from me. I would like to give the opportunity to the audience to also ask questions if they have any. If you don't have questions, I will ask them for you. So if you want to ask a question, please raise up your hand and the microphone will be passed around for you to be able to do it. Thank you very much. C'est bon là, je crois que c'est bon. Alors non, ça marche, tiens. Tiens, ça marche. Ok, merci beaucoup, merci à vous. Et merci encore d'être venus, messieurs les panélistes, les invités. Et j'ai eu vraiment à vous écouter avec, religieusement, toutes les questions qui ont été faites, les points qui ont été évoqués. Please introduce yourself. Is okay? Yeah, your name. Ah, ok, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, je suis Maximilien Betolancy, le directeur du département audit interne et de l'évaluation des opérations par intérim. D'accord. Et de la BIDC, bien sûr. Merci. Alors, en vous écoutant aujourd'hui, monsieur, madame la panéliste, effectivement, 2 préoccupations majeures me viennent à l'esprit. C'est bien, la majeure du temps, on a parlé beaucoup de l'Afrique. Je vais essayer de recadrer un peu sur l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est le titre que je vois. Vous savez, tous ces points qui ont été évoqués, quand c'est concerne l'industrialisation, l'agriculture et tout cela. Mais il y a un fait majeur que nous ne pouvons pas ignorer en Afrique de l'Ouest. C'est le problème, j'allais dire, de bouleversement un peu en Afrique. Le terrorisme, pas ça, le changement d'institutions démocratiquement élues. Alors, dans cet environnement, est-ce qu'effectivement, cette promotion dont nous sommes en train de chercher, avec la rareté des ressources, comment est-ce que, selon vous, donc la question posée à qui peut répondre, comment est-ce qu'effectivement on peut réaliser de tels objectifs que nous avons, surtout la rareté des ressources, et une Afrique de l'Ouest qui est en perpétuel bouleversement? Ça, vous savez bien que moi, à cet égard. Donc, qu'est-ce qu'effectivement on peut proposer par rapport à cela pour effectivement endiguer cela? Parce qu'on parle, notre mandat de développement, c'est bien sûr l'impact sur les populations, la pauvreté, réduction de la pauvreté, mais ces populations sont touchées directement par ces phénomènes. Alors, comment est-ce qu'il faut réellement trouver une solution? Bon, le deuxième point, pour finir, c'est le point sur le représentant de la Banque mondiale. Parlons un peu des contraintes réellement à la vision sous-régionale, le manque de vision, la coordination des programmes politiques. Bon, je pense que tout cela existe, monsieur le représentant de la Banque mondiale, venant de votre institution, les partenaires de développement, la Banque africaine de développement. Tous ces points sont effectivement bien élaborés et établis. Mais quel est effectivement maintenant, comment est-ce qu'effectivement c'est appliqué sur le terrain? Parce que ce que vous dites, ce n'est pas propre uniquement à la Banque mondiale pour voir un peu ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'effectivement il faut impacter cela? Donc je crois que c'est surtout ça le problème qui se pose. Sinon la coordination sous-régionale, elle est bien faite, il y a des forums qui sont un peu partout, tout ça c'est bien fait. Mais comment est-ce qu'effectivement ça peut impacter pour effectivement réduire la réduction de la pauvreté? Voilà un peu mes 2 points, merci. Thank you, Mr. Betolancy. We'll take 2 more
questions. Mr. Coulibaly. Merci, M. Asensio. Alors, vous me permettrez de faire l'économie du protocole et d'aller directement à ma question, compte tenu donc, du temps. M. Mokhtar Coulibaly, secrétaire général de la BDC. Donc, je disais que vous me permettrez de faire l'économie du protocole pour aller directement à ma question afin de gagner du temps. Le thème d'aujourd'hui, qui porte donc sur le rôle des institutions financières de développement pour une croissance durable, nous intéresse particulièrement, nous, BDC, compte tenu de toutes les attentes qui sont celles de nos États, celles de nos populations. Le problème essentiel auquel nous faisons face est celui des ressources, plus particulièrement des ressources adaptées. J'ai l'habitude de faire une comparaison entre la BDC et la BAD. Je dis nous sommes une banque dotée, un compétiteur doté d'un tricycle de bébé. Et une institution comme la BAD, par exemple, a un vélo de compétition. Et nous allons ensemble. Nous avons beau pédaler, nous n'irons jamais ni aussi loin ni aussi vite que celui qui a un vélo de compétition. Vous prenez nos ressources, on nous dira toujours, on nous opposera toujours, quand on regardera nos états financiers, eh bien, notre coefficient d'exploitation, les charges sont élevées. Parce qu'en vérité, nous avons des charges incompressibles qui font que nous ne pouvons jamais avoir des ratios performants. Tant qu'on n'a pas les ressources en face qui nous permettent d'augmenter notre portefeuille. Et ces ressources, nous ne parvenons pas à les avoir. Nous en avons quelque peu. On vous remercie, Madame la représentante de l'AFD et autres partenaires qui nous aident, mais on n'en a pas assez. On n'en a pas assez et nous nous rendons compte, avec la situation actuelle en Ukraine, que ce n'est pas faute de ressources, il y a beaucoup d'argent dans le monde. Seulement nous, on n'en a pas. On ne nous en donne pas. Aujourd'hui, on est en train de dépenser des milliards et des milliards de dollars dans les destructions. Nos populations ont besoin de ressources. Vous êtes nos partenaires que nous apprécions énormément, mais nous vous demandons, est-ce que vous voulez vraiment nous aider à nous en sortir, à nous aider à construire quelque chose pour l'avenir? Je vous remercie. The final question. Yes. Thank you, Dr. Asensio. I have some few questions that I want to ask. One of the challenges that we have as a bank is the required information that we need to be able to assess a project. Some of the documents that we have are not adequate enough because of the way they are prepared. This is when technical assistance facility becomes very critical to be able to assist our investors to invest in feasibility studies, technical, financial, etc. This is to Mr. Sissoko. In World Bank, what kind of technical assistance facility do you have available, and how can companies like EBIT assess it? My second question goes to Mr. Sissoko and Madam, I'm trying to get the name, Zalia. Okay, thank you. I want to talk about training opportunities for organizations like us, either from World Bank or AFDB, that we can also benefit from as a bank. My third question is a follow-up on Dr. Asenso's question regarding the scanty concentration of funding in the agri sector. As World Bank, what are you doing specifically to momentarily assist West Africa in respect of this sector?
the agri sector. I think I have a few more. No. Okay, the last one. We are running out of time. Okay, last one. The last one is for Mr. MD of Ura Bank. I think we've talked a lot about how financial institutions like us have been able to help you. Can you give us few impacts that DFI financing have had on your organization in specific, and how we'll be able to do more to enhance this impact? Thank you very much. Thank you very much. That will be the end of the first round set of questions. I'll throw it to the panelists to answer. Please pick whichever one you are comfortable with, and then if there are any, we'll just assign them. Thank you. Okay. Maybe let me take the first, the question of Maximilian's. If you see where the political or, let's say, security issues are around the region, Mali, Burkina, a little bit in Nigeria, and a little bit, in the Savannah region here in Togo. I strongly do believe that there is a high correlation between the youth unemployment in those regions. I am not saying that the youth unemployment is the only factor, but the correlation is very high. I believe that it's time for our political leaders, the leaders from the ECOWAS, to put at the highest level of the agenda the employability of the youth and create jobs to get them busy. I am the chairman of the second largest university in my country. In our last board meeting, in the evening, I went and I just walked in the campus. A university that was supposed to have 4,000 students now have 17,000 students. And I was glad this morning when I was chatting with the Secretary General. A small country like Senegal is crashing out 200,000 master students graduating every year. Out of those 200,000, less than 10% get a job. I have a small poultry farm in my country. When you apply for a security job, you receive 1,000 applications. 1,000. I'm not exaggerating. 75,000, 100,000 CFA salary. People will come and apply in queue. Can you imagine now those people, the next day, a political leader, bad intention, come and offer them $500. You call it jihad, you call it whatever you call it. Those people, you can easily recuperate them and make them monster. Reason why, we have the development bank. We have a regional body like ECOWAS. We should really Et permettez-moi d'être encore provocateur à ce stade. We can use that money to invest in the youth. Look at all the countries that have been relatively unstable. Sudan produces more than 50 tons of gold every year. Look at on the record, on the government record, officially what is recorded, what is published. For me, to solve the security problem in our region, let's start with getting the youth busy, creating decent, stable job, and training people accordingly.
What does it mean? It means that our government, our development financial institutions, supporting our countries in investing in the right sector and making people accountable. Our colleague from Aerobank said something very important, and we all suffer from it. Somebody will borrow money from the bank, will misbehave, you take him to court, it will take 10 years. At the point where even bank prefer to close the door of funding, and there are projects that we can fund. For me, the unemployability of the youth is one of the major challenge. And also, our countries, if security is a big issue, we should put money on security. Why, when there are problems, we call for all the people to come and solve our problem? Why? In Mali, we have seen there was Germans, there was French people. Why? We should we CEDEAO, we should be the first driver, we should be the first line of defense. And I strongly believe that. Thank you. Thank you very much. Mr. Sissoko. Merci beaucoup pour toutes. Thank you very much for all the questions. Le maximum. Je crois que le directeur de l'audit interne a soulevé un des défis les plus importants auxquels l'Afrique de l'Ouest fait face. C'est un défi, je dirais même existentiel pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. La sécurité et dans une certaine mesure, je rajouterais aussi le changement climatique. C'est vraiment les défis existentiels. Et c'est vrai qu'on peut analyser les causes de cette insécurité, mais la solution, je crois à la banque, on a beaucoup de ressources pour appuyer non seulement les pays du Sahel, mais aussi les pays du Golfe de Guinée qui sont menacés par cette insécurité, passe par meilleure transformation structurelle des économies, la création donc d'opportunités économiques, d'emplois, un soutien plus fort aux populations les plus vulnérables, un plus grand investissement dans l'éducation. Donc la solution, elle est d'abord économique et sociale avant d'être sécuritaire. Elle doit aussi regarder les causes profondes des conflits, donc parce qu'il y a aussi des domestic grievances, il faut pouvoir les analyser et puis essayer de les résoudre progressivement. Mais je reviens toujours à mon exemple du Vietnam. C'est un pays assez fascinant et je ne crois pas qu'il y ait un pays dans le monde, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, qui se trouvait où le Vietnam se trouvait en 1980 quand ils sont sortis de leur conflit. Vous pouvez regarder le pays qui a subi le plus de bombes per capita. C'est le Laos, mais en réalité, c'était plutôt les Viet Cong qui allaient se réfugier au Laos. Donc c'est le Vietnam. Donc il est sorti de cette guerre dévastée au plan physique, au plan humain, avec des bombes à Népal qui sont tombées sur lui. Donc on parle d'une situation complètement différente. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir l'économique, le power économique qu'il est en train de devenir. Donc je crois que rien ne doit arrêter, et ça c'est ma conviction profonde, la marche vers le développement économique et social. Il y aura toujours des soubresauts. L'Afrique n'est pas la seule à subir les pressions de conflit. Je ne sais pas si vous le savez, mais même aux Philippines, il y a aussi des velléités indépendantistes, des bombes qui sont posées dans une partie du pays. Il y a beaucoup de menaces de conflit aussi en Asie de l'Est, mais ça ne les empêche pas d'avoir et de continuer leur marche vers le développement économique. Donc je crois qu'il y a, pour moi, rien ne doit arrêter cette marche et toutes les énergies doivent être focalisées vers ça. Vous avez parlé de la vision sous-régionale. C'est vrai qu'elle existe et le vice-président est revenu là-dessus, mais je crois que mon point c'était de dire ce n'est pas la multiplication des zones économiques, c'est quels sont les avantages comparatifs des pays par rapport à l'autre. Je parlais tantôt par exemple du Togo qui a un potentiel énorme de résoudre la question des entrants. Okay? Si toutes les énergies de l'Afrique de l'Ouest se focalisaient sur 3 pays, le Nigeria, le Togo et le Sénégal, on n'aurait plus de problèmes en Afrique
je ne parle même pas de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, sur la question des intrants, de l'accès aux engrais dans le secteur agricole. Donc une vraie politique d'industrialisation sous-régionale serait une smart policy pour dire comment est-ce qu'on se spécialise. Est-ce qu'on a tous besoin de faire telle spéculation agricole dans la chaîne de valeur? Est-ce qu'on est compétitif? Est-ce qu'on a tous besoin de se focaliser sur le garment industry qui est très compétitif? Peut-être qu'on peut spécialiser un ou deux pays et les autres vont faire autre chose. C'est de cela que je parlais quand je parlais d'une meilleure coordination sous-régionale. Alors, qu'est-ce que la banque peut faire, les institutions internationales, monsieur le secrétaire général? Vous avez raison, et qu'il y a peut-être une perception d'injustice dans le monde. J'en reviens encore au Vietnam et à l'Asie de l'Est. Je crois que les règles mondiales sont quasiment les mêmes pour tout le monde, et chaque pays essaie de naviguer. Ma conviction profonde, c'est que le développement est tiré de façon significative par le secteur privé. Okay? Donc, it has to be private-led, private sector-led. Donc, il faut créer les conditions pour que le secteur privé investisse massivement en Afrique. Il y a quelques contraintes. J'aime beaucoup l'Asie de l'Est, mais je dis toujours aussi que la différence entre l'Asie de l'Est et beaucoup de pays en Afrique, c'est que quand vous n'êtes pas loin de marchés de capitaux comme le Japon, qui est troisième puissance économique mondiale depuis très longtemps, la Corée du Sud, un géant, Singapour, c'est un peu plus facile que quand vous n'avez pas ces avantages. Donc, comment aider l'Afrique à accéder un peu plus à des marchés de capitaux? Ça, c'est une conversation. S'il y a une vraie politique d'industrialisation sous-régionale, c'est un plaidoyer que peuvent être faits par les chefs d'État pour voir dans quelle mesure certaines institutions ou même des bilatéraux peuvent aider à dérisquer les investissements et à créer des industries dans certains pays de façon spécialisée en Afrique. Ça, c'est une problématique, par exemple, qui pouvait être posée. Il y a aussi comment vendre un peu plus la destination africaine. Je pense aussi qu'il y a trop de bias dans la perception de la destination africaine et il faut pouvoir la vendre un peu plus. Et enfin, il y a beaucoup de réformes en interne qu'il faut faire. On parlait de l'éducation, du nombre de jeunes qui se trouvent sur le marché de l'emploi. Quelles sont leurs compétences? Est-ce que leurs compétences sont adaptées aux besoins du marché aujourd'hui et du marché futur? Parce qu'il y a la green economy qui est en train d'arriver. Construire une maison aujourd'hui et dans 10-20 ans, ce sera complètement différent compte tenu du changement climatique, des besoins d'optimisation de la consommation donc d'énergie. Donc, est-ce que nos jeunes aujourd'hui sont formés pour faire face à cette green economy? C'est des changements structurels aussi qu'il faut qu'on fasse en interne et qu'on ait le courage de faire cette révolution du secteur éducatif qui est à la traîne par rapport aux autres pays. Je crois que le monsieur a parlé de quelles sont les opportunités d'assistance technique, de training auprès de la banque. On pourrait en discuter séparément et je pourrais vous donner quelques informations. Merci. Thank you very much. Merci. Madame, est-ce que vous avez une contribution? Zone d'insécurité. On a beaucoup travaillé sur les modalités. Moi, je ne reviendrai pas sur l'aspect politique, même si évidemment il y a une question politique et la dimension régionale du règlement des problèmes et du règlement des crises, elle est éminemment importante. On l'a vu au Sahel, on le voit dans le golfe de Guinée. Les problèmes ne sont pas nationaux, ils sont transfrontaliers, ils sont l'affaire de tous. Mais si on prend les zones dans lesquelles on constate, et vous le disiez, monsieur le vice-président, dans lesquelles on constate les niveaux de conflit ou là où il y a des actes d'insécurité, la première des solutions, c'est de travailler, vous l'avez dit, sur le développement, sur l'accès aux services de base, sur l'accès aux services essentiels. Et là, ça me permet de rebondir parce qu'on est bien d'accord, il faut industrialiser, il y a un potentiel de développement des engrais, notamment au Togo, mais l'engrais seul, un agriculteur, en lui donnant de l'engrais seul et de l'engrais chimique, pardon, mais so what, qu'est-ce qu'il va en faire? Si vous voulez pouvoir développer vos terres, il faut de l'eau. Et là, on intervient, puisqu'on est au Togo et on travaille notamment dans la région des savanes, on est beaucoup à intervenir dans la région des savanes. Il est essentiel d'avoir accès à de l'eau. Il est essentiel pour les agriculteurs de pouvoir travailler leur sol, parce que avoir de l'engrais chimique,
c'est important, mais ce n'est pas la seule solution, puisque vous devez petites travaillera sur l'accès aux services de base, sur l'accès à un emploi décent et favorisera, donnera un débouché à certains jeunes et puis on favorisera un développement équilibré et je crois on réduira le facteur d'insécurité. Voilà. Thank you very much, madam. A final comment by Mr. Awona. Unfortunately, in the interest of time, we would have to wrap up. So, merci beaucoup. Je vais clôturer sur mon intervention en répondant directement à la question parce que c'est aussi ça qui nous amène les banques commerciales sur ce panel. Aujourd'hui, les DFIs nous accompagnent de plusieurs manières en renforçant nos fonds propres, notamment en prenant des participations dans notre capital. Si je prends Aura Bank, il y a l'AFD qui est actionnaire d'Aura Group. Le président a parlé de BDC qui est actionnaire de EcoBank, ainsi de suite. Les DFIs nous aident aussi sur tout ce qui est prêt subordonné. Ils nous accordent des financements. On fait des risk sharing avec des cofinancements. À titre d'exemple, ici au Togo, on a fait la centrale de Kekeli. Récemment, c'était avec du cofinancement, avec des bailleurs de fonds. Et également sur des lignes de trade, certains DFIs nous aident à confirmer des crédits documentaires auprès de nos partenaires. Alors, ce que j'ai quand même remarqué, qui est une remarque peut-être personnelle, c'est que les DFIs et bien d'autres veulent amener les fonds auprès des banques. Il ne se passe pratiquement pas un mois sans que, en tant que directeur général de banque, on ait des propositions de gens qui veulent prêter de l'argent à la banque. Mais ce qui est clé, c'est qui veut prendre le risque. Bon. Prêter l'argent à Aura Bank, il n'y a a priori pas de sujet puisqu'on est relativement en bon risque. Mais la question est qui veut prêter à la PME, qui veut prêter à l'agribusiness, qui veut prêter aux cultivateurs. Et c'est là où je pense que les DFIs devraient travailler davantage pour prendre ou partager le risque avec les banques commerciales. Ils ont les moyens, ils ont la capacité d'apprécier ces risques-là, autant que nous, et, entre guillemets, de les amortir, c'est-à-dire de supporter aussi un peu de perte dans ces financements. Et je pense que si on progresse sur ce volet-là, on peut changer la figure de l'Afrique, surtout les zones rurales, et améliorer l'inclusion financière. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Madame wants to say something in 30 seconds. Juste un mot, parce qu'on est dans le cadre de la semaine de la CEDEAO. Il y aura la semaine prochaine cet événement autour des engrais et de la santé des sols.
Et effectivement, il faut qu'on finance le secteur de l'agriculture. Et je dirais à mon collègue de Rabank, oui, les DFI sont là pour financer. Je crois que les DFI mettent à disposition beaucoup de lignes de crédit et on a, et c'est ce que je disais, on a des produits pour pouvoir financer et accompagner le secteur de l'agriculture. Il faut qu'on voit comment faire pour que les banques jouent le jeu et acceptent de se structurer et d'accompagner le développement du secteur de l'agriculture. Donc je vois qu'il y a une appétence, on en parle la semaine prochaine. Thank you, Dr. Mahbouba Diagne, Mr. Philly Sissoko, Mr. Guy Martial Awuna, Mrs. Zolika Bouabdallah. Thank you very much for a wonderful session. Mesdames et messieurs, malheureusement, toute bonne chose a une fin, donc il va falloir nous quitter pour respecter le timing qui vous a été partagé. Je vais inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la BIDC, pour le mot de clôture de cette conférence. Your Excellency, please. Ladies and gentlemen, put your hands together for our panelists again. Let's appreciate them for the good job that they have done. They've already shared a lot of ideas and insight into the topics, and we appreciate you so much. Thank you very much. So, in my closing or in my concluding remarks, I think that if you listen to all the conversation that have taken place this morning, 4 key issues came out very, very loudly. And number 1 is the fact that we need to actually invest in critical sectors of our economies. That's the first one. We mentioned agriculture, energy, maybe ICT infrastructure and all those things. It means that our partnership with commercial banks is very key. And therefore, Ora Group, EcoBank, Togo, UTI, and all the other banks represented here, we need to start thinking about co-financing syndication. Very important. So that's the first thing. Because if we put our resources together, we'll be able to finance huge projects. And of course, that will also help us with risk sharing. So it's important that we should be mindful of that. Number 2 is industrialization. We have all said that it is important for us to process our products so that we don't just export our raw materials to the world market and not get anything. We need to start processing them, which means that it's important to set up the infrastructure to be able to process our goods and to be able to export them to the world market and be able to get the, the needed revenue that will actually help us to develop our economies. Number 3 that I want to add is innovation. Innovation. I had the opportunity of addressing the Toastmasters International Conference, which ended yesterday or so, and I made mention of innovation. We need to actually innovate if we want to make any impact in our sub-region, especially in the African continent, because the whole world is changing. If we keep on doing the same thing, then we shouldn't expect the same result. We shouldn't expect different result. If we keep on doing the same thing, don't expect different result. It means that the time has come for Africa, for us to innovate and embrace new ideas, because tradition is the worst enemy of civilization. Because tradition doesn't take account or has no regard for current knowledge. It's important that we have to innovate and to be able to get new ideas and to be able to develop our economies. The last issue that I want to mention as part of concluding remarks is the fact that it's important for us to ensure that our continent has the enabling environment to be able to progress, and therefore it behoves all of us to work towards stability and peace in our sub-region. And I think that was mentioned. It means that all of us must involve ourselves in ensuring that our various jurisdictions maintain peace and order, because without peace and stability, we Africans, we cannot progress. And therefore, on this note, we want to thank all of you for the positive contribution you have made to this conversation, and we hope that this is going to be the first step towards coming together to be able to address our common objective by ensuring that our economies grow properly in order to alleviate poverty, create jobs, and also promote jobs for the well-being of the people of our region. On this note, I would like to thank you, but before I do that, let me also use this opportunity to introduce 1 or 2 people that I should have done. I didn't see them properly, and I think that it's a very good occasion for me
to acknowledge and appreciate these people. We have in our midst one of our old staff members. He was the former head of General Services and then Administration, head of Administration and General Services Department. And I'm trying to introduce this man because he played a very key role when I was the vice president in charge of finance of this bank. And at the same time, he's also the president of ECOWAS Bank for Investment and Development Old Staff Association. All our retirees, they have an association, and in fact they have a secretary here, and he is the president of that association. Ladies and gentlemen, permit me to introduce Mr. Mensa Ahmed, who was the former head of Administration and General Services. This man has played a very important role in this bank, and if you see all the beauty of the bank, I ascribe everything to him. Put your hands together for him again. Before you enter the bank, you saw security posts. That is right at the entrance. This man actually drew the plan himself and built that himself. Put your hands together for him again. And so we want to acknowledge you, Mr. President. Thank you for your presence here. Yes. So on this note, I would like to thank all of you once again, and then hope that we would collaborate, we continue to collaborate, and then strengthen our relationship in the years ahead of us. Permit me also to acknowledge my deputy MD for BOA. Please, can you yes, BOA, yes. And also we have, my boss is here, so I have to introduce my boss here. He's the General Counsel for EcoBank Transnational Incorporated, Mr. Madinibi. Please put your hands together for him. You can never work with ETI without him, so take note of that. So thank you very much. On this note, I would like to hand over to you and thank all of you for coming. We wish all of you well in the years and the days ahead. Thank you very much. Bon appétit. Merci à tous. Pour immortaliser cette conférence, nous allons demander à nos illustres invités, on va prendre une photo de famille. Ah, ok. Ok, donc nous allons terminer comme nous avons commencé avec l'hymne de la CEDEAO, s'il vous plaît. Merci à tous. Donc pour terminer, comme je disais, nous allons immortaliser cette conférence. Nous allons demander l'appui du protocole, nous allons prendre la photo de famille et puis sur les marches de l'aile droite et terminer par une pause café. Yes, the right wing. Oui. S'il vous plaît, par ici.
We are West Africa's premium bank for investment and development. With over 40 years' experience, we are the only development finance institution that covers all 15 member states of ECOWAS, continuously driving developmental projects in the West African sub-region. For decades, we have tackled socio-economic challenges through our financing of programs that cover diverse initiatives for the sustainable development of member priority sectors such as infrastructure, agriculture and climate resilience, industry and agro-processing, healthcare and education, transport and logistics, water, ICT and energy. We are a key driver of transformation, effecting positive change in the present for a future resilient, enabled, and resourceful sub-region. We operate in Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, and Togo. We have deep roots in innovating technology and growth. We initiated the African Biofuels and Renewable Energy Fund, ABREF. Now ABREC are founding shareholders of Askai Airlines and a founding shareholder in Ecobank Transnational Incorporated, ETI. We have and continue to enable key projects through our public and private windows with successful projects such as creation of the cement factory in Kagblelen by Diamond Cement Company, Guinea. Enhancement of the portable water supply system in Tafire town and the surrounding communities of Badikaha and Ngolodugu, Côte d'Ivoire. Rehabilitation and equipment of health facilities, Togo. Electrification by solar photovoltaic systems of 700 community infrastructure, Benin. Construction of 27 new drinking water supply systems in the impact area of the Samendeni Valley Integrated Development Program, Burkina Faso. Construction of the University of Science and Technology in the town of Koidu, Kono District, Sierra Leone. Installation and operation of an intravenous fluids factory at Aveta by Do Pharma, Togo. Construction of a 120 megawatt thermal station at Maria Gleta, Benin. Construction of the Samendeni Dam and Hydroelectric Power Station, Burkina Faso, to mention a few. We are poised to fulfill our developmental mandate under the leadership of the President, Dr. George Ejekum Nanadongo. We are EBID. EBID, transforming ECOWAS communities. We have more information for you at www.bidc-ebid.org.